Nous sommes le jeudi 6 février 2024, ici Derek Julien. Voici votre bulletin d'information, Info CJSR. Le gouvernement américain fait pression sur le gouvernement canadien avec les menaces de tarifs douaniers. Joël Godin, député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, sera des nôtres. Également, on parle de l'urgence de Saint-Marc-des-Carrières qui a fait l'acquisition de l'appareil Lucas en collaboration avec la Fondation Santé Portneuf. Marie-Pierre Denis de l'Arc-en-Ciel sera avec nous en studio pour parler de la 35e semaine de prévention du suicide au Québec. Et finalement, le Festival de la banquise a lancé sa programmation 2025. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La situation économique du Canada a été ébranlée cette semaine alors que le gouvernement américain imposait des tarifs de 25 % sur les exportations canadiennes qui sont vendues aux États-Unis. Lundi, le premier ministre Justin Trudeau a mis en place un accord avec le président américain Donald Trump pour empêcher ces tarifs pour une durée d'1 mois. Pour parler de la situation et de l'impact qu'elle a sur la région de Portneuf, nous recevons en studio le député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, M. Joël Godin. Bonjour, M. Godin. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Vous avez raison, il est 19h. C'est bonsoir qu'on doit dire, M. Godin. C'est pas un reproche. L'année 2025 ne semble pas commencer comme prévu pour le Canada, notamment au niveau de la relation avec les États-Unis. Comment vous avez-vous appris l'adoption des tarifs, puis ensuite leur report qui ont été annoncés lundi? En fait, je vais vous corriger. Ne commence pas comme prévu. En fait, on avait des indications très évidentes depuis novembre que le président nouvellement élu allait mettre des tarifs en place. Alors, ce qu'on se serait attendu, c'est que le gouvernement en place puisse prendre des mesures, puisse prendre les devants pour pouvoir avoir une réaction, une stratégie pour faire en sorte qu'on n'arrive pas à minuit moins une pour reculer et prendre un mois de report. Mais on ne sait pas ce qui va arriver le 4 mars prochain non plus, là. Alors, il faut comprendre que le gouvernement en place, permettez-moi l'expression, a un peu dormi, malgré le fait qu'il y avait cette information-là. On l'avait tous, cette information-là. Maintenant, on est là. Écoutez, on a vu toute l'anxiété, la panique, je dois utiliser le mot panique, de la part des citoyens, de la part des entreprises, entre autres dans Portneuf, mais partout au Canada, qui sont inquiets de la suite des choses. Et le problème, c'est que comme entrepreneur, c'est la prévisibilité. C'est que comme gestionnaire, lorsque tu fais affaire avec une entreprise qui a des ressources aux États-Unis, qui exportent leur matière ici pour la faire transformer, et que l'entreprise du Canada retourne aux États-Unis le produit fini, le produit livré pour la consommation, oui. À ce moment-là, c'est double tarif. C'est plus que 50 % parce que le deuxième 25 % s'ajoute sur le premier 25 %. Oui. Alors, c'est dramatique. C'est pour des entreprises. Moi, j'ai eu des discussions avec des entreprises de la circonscription qui, lundi matin, étaient au bord des larmes pour constater que s'il n'y avait pas de changement, entre autres, une entreprise en tête, là, que je nommerai pas par respect,
qui allait fermer dans 2 ou 3 semaines. Puis c'est une vingtaine d'employés. L'impact est majeur. Alors, on a un sursis, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver. Alors, on a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Donc, vous qualifiez quand même ça de véritable guerre économique avec... absolument, absolument. Ben, en fait, la guerre n'est pas déclenchée, mais tous les ingrédients sont là pour qu'on arrive à une guerre économique. Et je suis obligé, malheureusement, de dire que si nous, le Canada, on décide d'être en guerre, d'entrer en guerre avec les États-Unis, c'est pas nous qui allons gagner. Là, on a entendu parler dans les médias, M. Godin, d'acheter plus local. On a entendu également des propriétaires d'entreprises qui veulent faire affaire avec d'autres pays que les États-Unis, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Deux, faut pas oublier que géographiquement, notre voisin, c'est les États-Unis. Et je discutais, entre autres, avec un entrepreneur. La facilité de faire affaire avec des gens du Vermont, c'est plus facile que faire affaire avec des gens de la Colombie-Britannique. Il y a une question de transport, de coût et d'accessibilité. Il faut développer notre autonomie ici au Canada pour être autonome, ne plus être vulnérable envers une autre économie, celle des États-Unis en l'occurrence dans cette situation-là. Mais il ne faut pas nécessairement se mettre à dos les Américains. Parce que plus de 70 % de nos produits que l'on produit ici sont vendus aux États-Unis. Alors, je comprends qu'on se doit d'être plus autonome, développer d'autres marchés avec d'autres pays, l'Europe, l'Amérique du Sud, mais il ne faut pas non plus tourner la page du revers de la main, les États-Unis, parce que c'est notre plus proche client. Et je pense que nous serions perdants de tourner le dos aux États-Unis. Alors, moi, l'achat local, elle est très importante, mais elle est très importante depuis plusieurs années. Il faut évidemment encourager les gens de notre circonscription, de notre province, de notre pays. Maintenant, au-delà de ça, nous ne pouvons pas être autonomes. L'avantage que nous avons, nous, les Canadiens, nous avons beaucoup de ressources naturelles. Alors, je pense qu'il faut les exploiter. Et c'est ces ressources-là, et je ne parle pas seulement que du pétrole, je parle de métaux, je parle de minéraux, qui sont indispensables dans la production de plusieurs produits et que les Américains ont besoin. Alors, il faut avoir une stratégie, il faut avoir un plan. Malheureusement, le gouvernement libéral en place n'en a pas eu de plan et il est toujours réactionnel. Quand on apprend que le Mexique, le président des États-Unis a retiré son intention de mettre les tarifs au Mexique avant le Canada, c'est assez particulier, considérant le fait de l'histoire que l'on a avec les États-Unis. Ça démontre que le président de l'autre côté ne respecte pas nécessairement le premier ministre qui, aujourd'hui, est démissionnaire et qui, là, on comprend qu'il y a une vulnérabilité supplémentaire du Canada parce qu'il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de gouvernement et c'est un peu insécurisant. Et là, M. Godin, vous avez parlé du premier ministre Justin Trudeau qui est démissionnaire. Bon, ça m'emmène à ma prochaine thématique de cette entrevue. La prorogation du gouvernement qui, bon, selon toute vraisemblance, va durer jusqu'au 24 mars 2025. Bon, croyez-vous qu'on peut qualifier avec les tarifs douaniers, la crise des tarifs douaniers, également avec la prorogation du gouvernement, est-ce que vous pensez qu'on peut qualifier la situation actuelle de crise politique au Canada? On est en attente d'une crise économique, mais je pense qu'on est dans une crise politique, effectivement, présentement, au Canada, parce qu'il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de personne qui a le mandat pour représenter le Canada. Quand c'est le premier ministre d'une province qui prend le lead, parce que le premier ministre démissionnaire du Canada n'est pas à sa place, puis qui préfère faire une course à la chefferie plutôt que... Il aurait dû démissionner il y a 6 mois. Malheureusement, son intérêt personnel a été prioritaire et c'est tous les Canadiens et Canadiennes qui en écopent aujourd'hui. Maintenant, on est dans une course à la chefferie où est-ce que le 9 mars, il y aura ce que M. Trudeau a mentionné comme premier ministre démissionnaire. Il a dit que lorsqu'il y aura un autre chef du Parti libéral du Canada, il deviendra automatiquement le nouveau premier ministre. Maintenant, il y a quelques jours de délai pour la sermentation, mais c'est ce que M. Trudeau a dit. Encore une fois, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de confirmé, on n'a pas de date. La seule date que l'on a aujourd'hui pour le retour à la Chambre des communes, c'est le 24 mars.
Maintenant, ça peut arriver que tout ce scénario-là change parce que le nouveau premier ministre a la prérogative de décider qu'est-ce qu'il fait avec la prorogation de la Chambre des communes présentement. Alors, elle est fermée jusqu'au 24 mars, sauf qu'il pourrait prolonger la prorogation ou pourrait devancer l'entrée à la Chambre des communes, mais il pourrait aussi décider de ne pas entrer, si c'est M. Carney qui devient le celui nouveau... qui est pressenti. Celui qui est en avance supposément dans les sondages, qui est un conseiller politique de Justin Trudeau depuis plusieurs années. Alors, plus ça change, plus c'est pareil. Que ce soit Mme Freeland ou M. Carney, je pense que les libéraux, plus ça change, plus c'est pareil. Et c'est la même garde autour. M. Champagne, Mme Joly, M. Guilbeault. Alors, il n'y a rien de changé. Mais maintenant, ce que j'allais dire, c'est que le nouveau premier ministre pourrait décider d'aller en élection. Alors, normalement, on ouvre la Chambre le 24 mars, il y a un discours du trône, il y a un vote de confiance quelques jours après. Peut-être, si le NPD décide de voter pour ou contre, on s'en va en élection immédiatement. Sauf qu'on peut partir avant, puis on peut partir après, puis il peut proroger, puis là, jusqu'au mois d'octobre 2025. Alors, tous les scénarios sont sur la table, puis on verra qu'est-ce qui va arriver. Malheureusement, pendant ce temps-là, on n'est pas en train de s'organiser, puis on n'est pas en train de créer une dynamique pour que le Canada puisse se faire respecter dans la négociation avec notre voisin du Sud. Donc, on peut comprendre là, que votre parti, j'imagine, souhaite en fait que les élections soient déclenchées là, pour pallier à la crise. Le plus tôt possible, et les Canadiens décideront qui veulent-ils avoir pour défendre les intérêts du Canada face à notre voisin du Sud. Puis, si c'est nous, on sera très heureux, on sera prêts. Et M. Poilievre a présenté certains éléments qu'il veut mettre en place, dont, entre autres, le commerce interprovincial. On le disait tout à l'heure, on a avantage à faire des achats locaux. Achats locaux, c'est au Québec, c'est au Canada, dans les 3 territoires et les 10 provinces. Soyons autonomes et dirigeons notre économie d'est en ouest plutôt que nord-sud. Mais ne négligeons pas le nord-sud. Bien, M. Godin, je vous remercie de votre présence en studio, d'avoir parlé justement de ces 2 thématiques. Et je terminerai peut-être parce que tout à l'heure, là, on parlait des impacts dans Port-Neuf, dans Jacques-Cartier. Il y a quand même plusieurs endroits. Là, un peu plus tard dans le bulletin d'information, on va parler, là, ça peut toucher jusqu'à des clubs de golf là, de Port-Neuf. Absolument. Il y a un impact majeur et j'ai beaucoup de sentiments, de soutien, de compréhension, d'empathie pour les entrepreneurs. Parce qu'en plus, certains entrepreneurs de la circonscription ont des immigrants pour travailler dans leurs usines. Alors, ils ont un double problème parce que la réglementation a été changée et ils se doivent maintenant d'avoir 10 % de leurs travailleurs, pendant qu'il y a quelques mois, c'était 20 et pendant la pandémie, c'était 30. Mais les immigrants qui travaillent présentement, qui sont efficaces, qui sont rigoureux, qui sont dans leur poste de travail, l'entrepreneur, en plus d'avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête concernant les tarifs, ils ont cette réglementation d'Immigration Canada. Je trouve que c'est inacceptable. Maintenant, on va devoir composer. On les aide beaucoup au bureau de compta. On a beaucoup d'entreprises qui communiquent avec nous. Ouais. Mais on verra comment on pourra dénouer tout ça. On les aide à la hauteur de nos capacités, mais vous comprendrez que présentement, la Chambre ne siège pas. Alors, les représentations auprès des ministres, c'est beaucoup plus difficile. Joël Godin, député de la circonscription de Port-Neuf, Jacques-Cartier, merci beaucoup. C'est un plaisir, merci. D'avoir été des nôtres. Un peu plus tard, le reportage d'Arthur Bordelot sur l'acquisition d'un appareil Lucas qui sert aux réanimations à l'urgence de Saint-Marc-des-Carrières. Restez des nôtres. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour vos foulards extravagants, votre regard captivant, votre rouge à lèvres flamboyant ou même votre sourire éclatant. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Port-Neuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes.
À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. Dans la foulée de l'annonce des tarifs sur les exportations canadiennes, l'Association de l'aluminium du Canada réagit sur les impacts que de telles mesures pourraient avoir sur l'industrie de l'aluminium. Bien que les tarifs aient été suspendus pour un mois, les risques sont réels pour le marché de l'aluminium avec la présence d'Alcoa sur le territoire portneuvois. Le dossier est bien préoccupant. L'Association de l'aluminium du Canada nous apprend qu'au pays, ce sont 9500 travailleurs qui produisent de l'aluminium qui est traité, transformé et fabriqué sous forme de pièces, de composantes et de produits d'usage courant par 500 000 travailleurs bien rémunérés du secteur manufacturier américain. Ce qui génère donc plus de 200 milliards de dollars de production économique rien que pour l'économie américaine. Selon l'association, les économies des deux pays sont intégrées parce que c'est logique, parce que cela profite aux travailleurs, aux consommateurs et aux communautés de part et d'autre de la frontière. Les alumineries du pays sont d'avis que la priorité pour notre industrie, en fait, aluminium au Canada et pour les deux pays, se doit d'être de s'attaquer aux effets dévastateurs des pratiques commerciales déloyales de la Chine qui découlent de subventions publiques massives sur l'ensemble de l'écosystème de l'aluminium. Ces politiques et pratiques non commerciales des 2 dernières décennies ont nuit aux travailleurs canadiens et aux entreprises et ont entraîné la fermeture d'alumineries ici même au Canada. L'association maintient donc que l'aluminium canadien doit rester exempt de tout tarif douanier en raison de son rôle stratégique dans la chaîne de valeur industrielle intégrée de l'entièreté de l'Amérique du Nord, alors que les États-Unis produisent également de l'aluminium. Ils en consomment 6 fois plus et c'est pourquoi le Canada est très important dans la situation. On poursuit pour des impacts un peu plus locaux, donc avec la thématique de la menace de la guerre de tarifs entre le Canada et les États-Unis. De nombreuses entreprises de Portneuf vivraient avec des conséquences importantes, advenant le fait que les tarifs seraient de retour à partir du mois de mars. J'ai eu la chance de discuter avec Jean-Philippe Doucet, surintendant et agronome du club de golf du Grand Portneuf. Il a discuté avec CJSR et nous a expliqué les impacts que pourraient avoir ses tarifs pour son club. Il se trouve que depuis le feu qui a touché la flotte de voiturettes de golf en 2024, le club est à la recherche de remplaçants. Alors, on entend M. Doucet à ce propos. Oui, dans le fond, nous autres, ce n'est pas les tarifs directs des États-Unis, mais les contre-tarifs canadiens qui vont venir avoir le plus grand impact parce que la majorité de nos fournisseurs spécialisés dans l'industrie du golf sont aux États-Unis. Et puis là, on a des livraisons de machinerie qui sont prévues ce printemps. Fait que là, on est en train de coordonner ça pour les faire entrer le plus tôt possible pendant que les tarifs ne sont pas en place. Dans le fond, il y a une transaction là, de un demi-million, et puis une autre transaction d'un quart de million. On comprend donc que des tarifs de 25 % sur une telle transaction auraient des répercussions importantes. Le club pourrait payer jusqu'à près de 250 000 $ de tarifs sur la transaction de voiturettes électriques. C'est pourquoi le fournisseur tente d'accélérer la démarche. Oui, dans le fond, ils sont commandés et on était supposé les recevoir plus tard au printemps, avril, quand plus proche de l'ouverture. Et là, le fournisseur de voiturettes a demandé de reprendre, de nous les livrer le plus tôt possible pour en février, au cas où les tarifs seraient remis à l'ordre du jour au mois de mars. Les prix, dans le fond, ne sont pas garantis. Les prix sont à la livraison. Fait que si au moment de la livraison, les tarifs ont lieu, sont actifs, mais ils vont être imposés.
Jean-Philippe Doucet est également administrateur à la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Il indique que plusieurs entrepreneurs vivent des situations similaires en raison de l'instabilité des relations économiques avec les États-Unis. Si vous êtes ou vous connaissez des entrepreneurs qui craignent les impacts de ces mesures et que vous voulez en parler à CJSR, vous pouvez communiquer avec nous à l'adresse suivante, daniccsjsr@gmail.com. Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, a annoncé la semaine passée l'octroi d'une aide financière pour encourager 8 sites de ski de fond de la circonscription. L'initiative vise à la fois à encourager la pratique d'activités plein air et à favoriser l'adoption de saines habitudes de vie, mais aussi à soutenir le travail inestimable des bénévoles qui entretiennent les pistes. Par ce geste, le député réaffirme son engagement, selon le communiqué de presse, envers le dynamisme sportif et communautaire de Portneuf. Pour les 8 centres de ski qui reçoivent chacun 500 $, nous avons le ski de fond Léo Ski à Saint-Léonard de Portneuf, le sentier de ski de fond de Saint-Marc-des-Carrières, le centre plein air d'Ansereau-Pont-Rouge, la base de plein air Portneuf, la réserve naturelle du Marais Léon-Provençal Neuville, le ski de fond Les Sapins Verts de Saint-Tubal, le sentier de ski de fond de Rivière-à-Pierre et le sentier de la Savane à Saint-Raymond. C'est mercredi, le 5 février, que la Fondation Santé Portneuf a annoncé l'acquisition du nouveau système LUCA pour l'urgence de Saint-Marc-des-Carrières. Arthur Bordelot était sur place et nous explique ce qu'est le système LUCA. Hier matin, la Fondation Santé Portneuf a annoncé l'acquisition d'un nouvel équipement pour l'urgence de Saint-Marc-des-Carrières. C'est l'appareil LUCA qui sert à assister les équipes médicales lors de la réanimation cardio-respiratoire. À la Fondation Portneuf, notre mission est claire. Soutenir nos établissements de santé en leur offrant les ressources nécessaires pour répondre aux besoins grandissants de notre communauté. Avec le vieillissement de la population et l'augmentation des interventions en réanimation cardio-respiratoire, il était essentiel d'agir dès maintenant pour doter notre urgence d'un outil aussi performant que le LUCA. Cet appareil révolutionnaire permettra d'optimiser la prise en charge des patients en arrêt cardio-respiratoire tout en soutenant nos professionnels de la santé dans leur travail quotidien, souvent mené sous pression et dans des conditions exigeantes. Le LUCA, c'est plus qu'un simple appareil. C'est un outil qui sauvera des vies. En assurant un massage cardiaque constant, précis et sans interruption, il permet à nos équipes de se concentrer sur d'autres interventions cruciales pour augmenter les chances de survie des patients. Ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien inestimable de notre partenaire Promutuelle Assurance Les Bâtisseurs. On dit jamais assez merci. Un partenaire fidèle qui démontre, une fois de plus, son engagement envers le bien-être de notre communauté. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui, par leurs dons et leur appui à la Fondation, nous permettent de rendre de tels projets réalisables. Promutuelle Assurance a soutenu l'achat de cet équipement avec un don de 21 000 $. Madame Julie Pellerin, la directrice aux communications et à la responsabilité sociale, a parlé de l'implication de Promutuelle dans la communauté de Portneuf. Chez Promutuelle Assurance, nous croyons fermement que notre rôle va au-delà de fournir des assurances. Nous sommes présents aux côtés des gens, tant dans les bons moments de joie que dans des moments de difficulté. Donc, notre engagement envers la communauté de Portneuf se manifeste par des actions concrètes comme celles que nous posons aujourd'hui. La solidarité est au cœur de notre mission. En soutenant l'acquisition du système LUCA, nous démontrons notre volonté de contribuer activement au bien-être de nos concitoyens. Nous savons que chaque geste compte et qu'ensemble, nous pouvons avoir un réel impact. La proximité fait également partie des valeurs qui nous caractérisent et qui nous tiennent réellement à cœur. Être proche des membres de notre communauté signifie que nous comprenons leurs besoins et que nous souhaitons y répondre de manière tangible. C'est pourquoi nous sommes fiers de pouvoir offrir notre soutien à l'urgence de Saint-Marc-des-Carrières. Et en fait, c'est un établissement, on ne se le cachera pas, qui joue un rôle crucial dans notre région de Portneuf. L'appareil a été acquis en mars 2024. Déjà 10 réanimations ont eu lieu, dont 8 ont été faites à partir de l'appareil. Possiblement que les 2 autres, c'était des jeunes enfants où les indications n'étaient pas permises. Donc, c'est quand même 80% des fois que l'équipement a été utilisé. Évidemment, LUCA ne remplace pas le personnel.
C'est un équipement qui est complémentaire, qui leur permet de se dégager pour être en mesure de faire des tâches un petit peu plus complexes pour maximiser, encore une fois, la survie des personnes qui arrivent dans des situations très précaires. Je vous mets en contexte. On est de nuit à Saint-Marc-des-Carrières, donc 2 infirmières, 1 médecin. On a reçu un appel parce qu'on attend un arrêt cardio-respiratoire. Donc, à l'arrivée, j'ai le médecin qui s'assure des voies respiratoires, donc de poursuivre la ventilation. J'ai une infirmière qui se met au massage. Puis l'autre infirmière commence à essayer d'installer des voies intraveineuses pour pouvoir administrer de la médication. C'est difficile de faire les prises de sang, de pouvoir installer un cathéter pour pouvoir donner la médication. On doit échanger d'infirmière, on stoppe le massage. La première infirmière s'en va essayer elle-même de mettre une voie intraveineuse. La deuxième infirmière poursuit le massage. On recommence. C'est difficile un petit peu. Les 2 infirmières veulent travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le médecin vient masser en stoppant la ventilation? Est-ce qu'une infirmière va faire la ventilation? Bref, ça devient complexe. Je vous remets la deuxième situation. Maintenant, on a Lucas. On est le soir à Saint-Marc-des-Carrières, 3 infirmières, un médecin, mais j'ai une infirmière qui est partie en escorte. Donc, j'ai seulement 2 infirmières sur le plancher. Donc, le patient arrive en arrêt cardio-respiratoire. Mais là, on a le système Lucas. Donc, rapidement, vous allez voir, Cathy va pouvoir l'installer. On installe le système Lucas, les infirmières ensemble. Et c'est débuté. Le massage est débuté, les infirmières sont à dégager. On peut maintenant, à 2 infirmières, pouvoir donner la médication, aider à la ventilation pour que le médecin puisse se concentrer à trouver la cause de l'arrêt cardiaque et en collaboration avec l'infirmière. J'ai un usager maintenant qui était déjà sur civière, qui ne se sent pas bien, qui vient d'arriver à l'urgence. Bien, j'ai une des infirmières qui peut sortir de la salle de réanimation pour s'occuper de l'autre usager. Ce que je n'aurais pas pu faire si j'étais seulement 2 infirmières sans un système Lucas. Donc, certainement, pour mes équipes, ça dégage du temps. Ça permet de maintenir en tout temps un massage cardiaque de qualité. Ça permet une meilleure perfusion aussi au niveau de la circulation, l'oxygénation au cerveau. Ce qui fait que si on réussit notre manœuvre de réanimation, ben, on donne de meilleures chances de survie neurologique au point du cerveau aussi. Donc, oui, il y a l'aspect réanimation, mais il y a aussi après la réanimation, si on réussit à revenir en circulation spontanée. La course de canot à glace de Portneuf sera de retour pour une 20e année consécutive le 1er et 2 mars prochain. En effet, l'événement que l'on connaît sous le nom de Festival de la banquise depuis maintenant 6 ans et qui attire plusieurs centaines de personnes à Portneuf chaque année offrira une panoplie d'activités lors de la fin de semaine. L'événement est chapeauté par l'entreprise portneuvoise Artefacts Urbains. Voici d'ailleurs Jeanne Couture à propos de l'édition 2025. Voilà, 20e année de la course entre Portneuf et Lotbinière. Et 6e année du festival, parce que vous l'avez dit, bon, avant, il y avait une course, mais c'était tout. Il n'y avait rien d'autre. Puis, c'est vraiment important pour moi de mettre en valeur un équipement comme celui du quai, surtout l'hiver, hein, qui est beaucoup moins utilisé que l'été, évidemment. Puis ça aussi, c'est du développement durable. Tu sais, on parlait avec Pascal, oui, les bouteilles d'eau, oui, mais d'utiliser ce qu'on a déjà, ce qui est présent, ce qu'on finance déjà, une infrastructure comme le quai, par exemple, puis de le mettre en valeur à toute saison. Fait que c'est pour ça que je trouve ça super important de, entre autres, présenter des projets hivernaux. On en fait d'autres avec Artefact, on est en événement encore en fin de semaine prochaine à Québec. Mais des événements l'hiver, on adore et puis on n'a pas peur du froid. C'est la 20e année de la course, 6e année du festival. On a 2 jours, 1er et 2 mars. Il va faire probablement pas mal plus chaud qu'aujourd'hui, donc dans un mois, on va être là à peu près. Et le 2 mars, la journée de la course, c'est complètement gratuit. On a juste quelques activités payantes au Festival La Banquise, donc vraiment, c'est hyper accessible. C'est important aussi pour nous que la programmation soit très majoritairement gratuite. Cette année, plusieurs changements sont apportés à la programmation, à commencer par la date de la tenue de la course de canot à glace. Donc, notre programmation sur 2 jours débute le samedi matin. Pour ceux qui sont habitués, habituellement, la course, là, c'est le samedi. Puis là, cette année, c'est le dimanche. Bon, pourquoi? C'est les marées. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas nous qui décident ça. C'est la Dame Nature avec ses marées. Donc, on a changé un petit peu la programmation pour que le samedi matin, en fait, c'est les initiations canot à glace. Donc, vraiment, ça, c'est un événement signature qu'on fait depuis le début. C'est impossible de faire du canot à glace. Il n'y a pas de course, ça n'existe pas. C'est vraiment
de bouche à oreille, maître à apprenti quelque part. Donc, c'est des équipes qui viennent initier les gens qui souhaitent participer. Donc, on a 12 personnes à chaque année qui peuvent s'initier au canot à glace. Et on se termine le samedi soir avec une veillée de danse traditionnelle. On va avoir des musiciens du coin. Capucine Maldag-Mathieu, qui est une calleuse, avec des musiciens de Portneuf, le Manuel Lavallée, Louis-Simon Lemieux, Gabriel Ouellette, en fait, qui sont tous à Deschambault, qui vont nous faire danser. C'est maintenant une vraiment belle tradition au Festival de la Banquise. Alors, vous comprenez que, comme par le passé, plusieurs artistes de la région seront présents tout au long de la programmation. Mais cette année, une exposition sur les cabanes à sucre d'ici sera également présentée. Les cabanes à sucre de Saint-Léonard, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, Neuville et Grondines seront mises en valeur. Voici à nouveau Jeanne Couture. Année, on a eu un soutien de la MRC de Portneuf pour faire une exposition sur l'érable. Comme je vous le disais, avec le changement de date, on est à cheval entre la saison des sucres, la fin de l'hiver, à quelque part. Et Odile Pelletier, qui est juste ici, a travaillé depuis les derniers mois à rencontrer, il y a 5 cabanes à sucre qui participent au projet, des cabanes à sucre de différentes tailles, en fait, des familiales tout petites, des plus grosses productions. Donc, l'idée, c'est de faire des portraits de ces traditions familiales, parce que c'est un peu comme le canot à glace, c'est des traditions qui se perpétuent souvent dans les familles et qui n'ont pas de cours non plus pour devenir sucrier. Hein. On apprend ça vraiment de bouche à oreille, fait qu'on voyait vraiment un lien avec le canot à glace et son patrimoine. Cette exposition-là va être présentée sur le quai avec Odile, mais il va y avoir aussi plusieurs personnes des cabanes qui ont été rencontrées qui vont être là. La cabane à sucre, la chute à l'ours, va faire déguster ses produits aussi d'érable. Le député Joël Godin était d'ailleurs sur place depuis 10 ans et il assiste au Festival de la Banquise qui a grandement évolué avec le temps. Et je pense que c'est une belle vitrine. On a vu la progression. Moi, je suis ici depuis 2015. Je suis le représentant de la Chambre des communes depuis 2015 et j'ai vu l'évolution de la fête, du festival. Et c'est très attractif. Je suis content que le préfet soit là parce que ce n'est pas seulement pour la ville de Portneuf, mais c'est un rayonnement pour la MRC de Portneuf. Et je pense qu'on ne peut qu'en être fier. Et je veux souligner le travail de l'équipe qui fait en sorte que d'année en année, on progresse et on évolue. 20 ans, on est à 1 an de l'âge de la majorité internationale et on peut se permettre de créer une nouvelle image. Finalement, Bernard Gaudreau, le préfet de la MRC et maire de Neuville, a affirmé que la MRC et le Festival de la Banquise étaient des partenaires naturels. Le Festival de la Banquise est devenu, en fait, un incontournable dans la région. Et c'est extraordinaire de voir son évolution. Vous avez su, évidemment, y donner une touche familiale. Vous avez intégré le volet des artistes, des créateurs, des ambassadeurs. Il y en a pour tous les goûts. Qu'on soit seul, qu'on soit en famille, qu'on soit à notre première aventure, évidemment, sur un festival hivernal, c'est toujours un réel plaisir de pouvoir découvrir, année après année, le travail extraordinaire que vous faites, Jeanne, et l'ensemble de votre équipe, les bénévoles. Je suis toujours estomaqué du froid et des vents rigoureux scandinaves qui nous assaillissent sur le bout du quai, mais de voir également le talent et les sportives et sportifs qui se donnent, évidemment, je pense, à 200% pour accomplir des exploits, je dirais, fort intéressants. Merci, Mario, que la Ville de Portneuf soutient. La MRC, c'est un ambassadeur naturel de ce type d'activité. Et je dis toujours que c'est le premier grand événement de chaque année qui débute ici à Portneuf. Et ça l'ouvre la voie aux autres événements qui vont se succéder. Alors, poursuivons maintenant avec la semaine du 2 au 8 février, parce que vous le savez, nous sommes en plein dedans, et la semaine du 2 au 8 février, c'est la semaine de prévention du suicide au Québec. Pour l'occasion, j'ai discuté avec l'organisme de Portneuf, l'Arc-en-Ciel, avec la directrice clinique Marie-Pierre Denis. Voici l'entrevue. La semaine du 2 au 8 février, c'est la semaine de prévention du suicide au Québec. Cette année, c'est la 35e édition. Pour en parler, j'ai avec moi Marie-Pierre Denis, directrice clinique de l'Arc-en-Ciel, Portneuf, organisme à santé mentale, pour parler de tout ça. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Danick. Merci d'être des nôtres. Marie-Pierre, l'Arc-en-Ciel, c'est actif depuis 1991. On accompagne les Portneuvois au niveau de la santé mentale. Vous avez une mission importante. Pouvez-vous nous en parler?
Bien oui, certainement. Dans le fond, à l'Arc-en-Ciel, on a une mission quand même plutôt large parce qu'on a plusieurs volets de services. Donc, notre mission générale, c'est ça, c'est d'accompagner les gens qui sont dans un processus de rétablissement relié à leur santé mentale. Puis, tu sais, la santé mentale, on en profite pour rappeler que ça touche tout le monde. Hein, c'est pas juste nécessairement d'avoir un diagnostic. Hein, tout le monde a une santé mentale, puis c'est important d'en prendre soin. Donc, dans nos différents volets de services, on en a 6 là, officiellement. Donc, on a l'accompagnement au logement, là, qui est un des derniers volets qui a été mis sur pied à l'Arc-en-Ciel. Fait qu'on accompagne les gens qui sont dans une démarche de soit recherche de logement ou instabilité résidentielle, itinérance parfois aussi. Fait qu'on les accompagne dans leur processus vers une meilleure stabilité résidentielle. On a aussi de la réadaptation psychosociale. Ça va être principalement une offre d'atelier qu'on va pouvoir offrir à la population avec différents sujets qui visent à travailler au niveau de la santé mentale. Fait qu'on a différents partenariats avec différents milieux pour être le plus possible dans la communauté puis que les gens se sentent interpellés par ces sujets-là. Fait que ça peut être des ateliers que les gens viennent une fois de temps en temps, des fois des séries d'ateliers, là, c'est très variable. On a de la réinsertion socio-professionnelle, autant, mettons, pour des gens qui peuvent être éloignés du marché du travail pour différentes raisons reliées à leur santé mentale, puis qui se disent, bien, moi, j'ai le goût de me remettre en action à ce niveau-là. On peut les accompagner par rapport avec des ateliers de groupe, là, des plateaux de travail en réinsertion. Ensuite, on a le centre de prévention du suicide. Oui. Bien là, justement, c'est un petit peu pour ça que je suis là aujourd'hui, pour parler des services à ce niveau-là. Fait que je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Exact. Après ça, on a le regroupement des proches d'une personne qui a une problématique de santé mentale. Fait qu'en fait, ça s'adresse principalement à tous les gens qui vont avoir quelqu'un dans leur entourage, là, un frère, une sœur, un conjoint, un parent, un enfant qui vit avec un enjeu de santé mentale, diagnostiqué ou non. Ça amène toutes sortes de défis, là. Alors, on accompagne les gens à ce niveau-là. Puis on a finalement le volet de la paire aidance qui nous permet, dans le fond, c'est des gens qui, par leur vécu expérientiel, vont accompagner d'autres personnes qui vivent des situations similaires à ce qu'ils peuvent avoir vécu dans leur vie. Et là, parlons-en du Centre de prévention du suicide de Portneuf, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un peu notre sujet aujourd'hui. Et on est en plein dans la semaine de prévention du suicide, du 2 au 8 février. Le thème de la semaine, c'est « Ensemble, tissons l'espoir ». Qu'est-ce que ça représente? Bien, en fait, c'est large, mais c'est beau comme ça que ça soit large. Là. Le mot « ensemble », il veut dire beaucoup. Il veut dire de ne pas s'isoler, il veut dire de ne pas être seul avec la détresse. Fait que ça veut dire d'en parler entre nous, de ne pas avoir de tabou par rapport au suicide. Fait que de s'entourer des gens autour de nous. Ça veut dire aussi les ressources qui peuvent aider au niveau soit de la santé mentale, mais au niveau de à plein de niveaux, il y a beaucoup de ressources qui existent. Fait qu'on est ensemble avec tout ça. Tissons l'espoir parce qu'en fait, nécessairement, quand on travaille avec des gens qui vivent de la détresse au point de penser au suicide, on travaille automatiquement avec l'espoir d'essayer de retrouver la petite lueur d'espoir dans la vie de la personne. Et justement, vous avez fait pour la semaine quelques actions en tant qu'organisme. Pouvez-vous nous en parler? Cette année, on a fait, dans le fond, un travail collaboratif avec les 3 centres de prévention du suicide de la capitale nationale, c'est-à-dire le centre de prévention du suicide de Charlevoix et celui de Québec, puis nous, dans Portneuf. Nous avons tous les 3 décidé d'aller rejoindre tous les pharmaciens de la région. Nous, dans Portneuf, plus spécifiquement, dans le fond, on a remis cette semaine à tous les pharmaciens une lettre. On est allé les visiter là, dans leur milieu pour leur parler de prévention de suicide, surtout de reconnaître le travail immense qu'ils font déjà avec cette mission-là, puis de voir de quelle manière on peut collaborer encore mieux les pharmaciens et les centres de prévention du suicide pour avoir le même objectif, dans le fond. Donc, ajouter des liens avec les pharmaciens. Vous avez quand même une panoplie de services quand on parle uniquement du Centre de prévention du suicide Portneuvois. L'un d'entre eux, c'est votre ligne téléphonique portneuvoise. Oui, effectivement. Mais dans le fond, partout au Québec, il y a possibilité d'avoir une ligne téléphonique là, pour quand on a des idées suicidaires ou quand on vit des enjeux à ce niveau-là. Dans Portneuf, dans le fond, c'est le numéro 418-285-3283, 285-DAVE.
Ça nous permet de nous en rappeler un petit peu plus des fois. Fait que c'est une ligne téléphonique qui est 24/7. Les gens dans Portneuf peuvent toujours faire ce numéro-là. Il va toujours avoir une réponse. Et puis, fait qu'on accueille autant, dans le fond, les demandes pour les gens qui vivent de la détresse, qui ont des idées suicidaires, de tous les niveaux. Là, ça peut être quelqu'un que c'est très présent puis qu'il y a un niveau de dangerosité plus grand, autant que quelqu'un qui se questionne par rapport à des flashs qu'il peut avoir eu dans sa vie. Alors, on accueille toutes les demandes à ce niveau-là. Dans cette ligne-là aussi, on va accueillir, on va faire de l'intervention avec les gens qui sont endeuillés par suicide. On va aussi offrir du service pour les proches d'une personne qui a des idées suicidaires. Si, par exemple, moi, quelqu'un dans mon entourage m'a parlé que je suis donc bien écœurée de la vie, bien moi, ça m'inquiète, bien, je peux appeler le centre de prévention du suicide pour poser des questions puis venir me rassurer ou bien savoir qu'est-ce que je devrais faire avec ça. Finalement, on accompagne aussi les professionnels, autant les professionnels de la santé ou d'autres intervenants psychosociaux là, dans différents milieux qui ne sont pas spécialisés en prévention du suicide, qui peuvent avoir besoin de coaching un peu pour « OK, je m'enligne-tu comme ça? » Puis on fait souvent une très, très belle collaboration avec nos différents partenaires. C'est pas rare qu'on va pouvoir avoir un plan d'action commun pour pouvoir accompagner le mieux possible la personne dans ce qu'elle vit. Et votre organisme, dans le souci d'outiller les gens, offre des formations. J'aimerais peut-être qu'on en parle parce que dans ce que vous venez de dire, justement, vous apportez du soutien pour savoir comment on peut aider les personnes qui vivent avec ces enjeux-là. La formation Sentinelle, c'est quelque chose que vous offrez à l'Arc-en-Ciel. Oui, effectivement. La formation Agir en Sentinelle pour la prévention du suicide. Là. Souvent, on l'appelle justement la formation Sentinelle, c'est plus rapide. Dans le fond, c'est une formation qui s'adresse à la population générale, à tout le monde, qui peut avoir une certaine position, un certain contact avec des gens. Alors, ça peut être des gens dans un milieu de travail, ça peut être quelqu'un qui est impliqué dans les chevaliers de colons, par exemple, ça peut être dans vraiment n'importe quel milieu. Ça peut être comme citoyen uniquement qui côtoie beaucoup de gens. Donc, cette formation gratuite, là, nous, dans Portneuf, on a la chance de pouvoir l'offrir gratuitement à tout le monde. Ça dure une journée. Et puis, pendant cette journée-là, les gens vont apprendre à pouvoir détecter, qu'est-ce qui m'amène à pouvoir m'inquiéter pour une personne, quels signaux je dois faire attention. Puis quand je suis inquiète pour une personne, qu'est-ce que je lui demande, quels mots j'utilise pour lui poser la question au niveau de si la personne a des idées suicidaires. Si la personne a des idées suicidaires, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je peux la référer? Fait que ça outille vraiment les personnes, puis ils se sentent beaucoup mieux pour pouvoir avoir un rôle de sentinelle, justement, dans leur population. Marie-Pierre Denis, directrice clinique à l'Arc-en-Ciel. Dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, pouvez-vous me nommer une action qui peut être faite par nos téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment pour mettre épaule à la roue? Bien, en fait, quand on faisait un lien avec la thématique là, au début d'entrevue, bien, en fait, on peut directement faire un lien avec ça, de se dire juste que si chacun se permet d'essayer de briser les tabous puis d'en parler, de poser des questions quand on est inquiet ou du moins d'aller questionner, d'appeler au centre de prévention du suicide. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Nous autres, on accueille toutes les demandes. Fait que des fois, bien, on pourrait, ces petites actions-là pourraient nous amener à sauver des vies, puis c'est quand même quelque chose de majeur, là. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci également pour votre travail que vous faites dans la communauté portneuvoise. Et on aura l'occasion de vous réinviter n'importe quel moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous étions avec Marie-Pierre Denis, directrice clinique auprès de l'Arc-en-Ciel. On poursuit dans le bulletin d'information Info CJSR. Alors, on poursuit dans le bulletin d'information Info CJSR. Le mercredi 29 janvier dernier, en fait, il y avait du côté donnez-moi un petit instant, petit problème technique actuellement. Donc, nous allons poursuivre pour de vrai. Le 29 janvier dernier, près de 40 productrices et producteurs agricoles de Portneuf se sont réunis dans le cadre de leur assemblée générale annuelle au centre communautaire de Saint-Gilbert. Cette soirée a débuté avec la présentation du court-métrage « Habiter la Terre » présenté dans le cadre du 100e anniversaire de l'UPA qui se déroulait l'an dernier. Cette rencontre était l'occasion de présenter
le bilan de l'organisation. M. Christian Hébert, président, a présenté le rapport d'activité de la dernière année qui fut riche en mobilisation. Et M. Patrick Derome, trésorier, a fait état des finances de l'UPA. Plusieurs personnalités politiques étaient présentes, dont Joël Godin et les maires Claude Duplain et Mario Dupont, pour en nommer que quelques-uns. Selon la déclaration du président de l'UPA de Portneuf, M. Hébert, les productrices et producteurs agricoles étaient présents en grand nombre dans le but d'échanger leurs priorités. Mais également, la récupération des plastiques agricoles, c'est un enjeu qui est important chez les producteurs. Il a été question de ça. Malgré toutes les taxes des coffrets payés, selon le président de l'UPA, les solutions sont peu présentes et surtout peu intéressantes pour Portneuf. Dans son allocution, Christian Hébert se réjouit de voir que dans Portneuf, des producteurs et productrices sont unis et solidaires. Pour l'UPA de Portneuf, il est important que la population poursuive les efforts d'achat local afin de supporter les producteurs locaux dans ce contexte de relations tendues. Au retour de la pause, le reportage de Philippe Papillon. C'est avec un immense plaisir qu'on vous invite à assister à la saison 4 de l'IPA, la saison hiver 2025, qui aura lieu du 27 janvier au 26 mai prochain, tous les lundis soirs à 19h au Cinéma Alouette. L'entrée est gratuite, alors venez voir nos matchs haut en couleur. Culture et patrimoine Deschambault-Grondines a lancé un nouveau musée virtuel traitant de l'histoire de Grondines. J'ai prêté ma voix au reportage de Philippe Papillon. L'organisme Culture et patrimoine Deschambault-Grondines a inauguré un nouveau musée virtuel afin de faire découvrir l'histoire de Grondines aux internautes. CJSR s'est entretenu avec Éliane Trottier, la directrice générale de l'organisme, pour connaître l'initiative. Je m'appelle Éliane Trottier, je suis directrice générale de Culture et patrimoine Deschambault-Grondines, donc un organisme qui s'occupe de 2 institutions muséales agréées à Deschambault-Grondines, le Vieux Presbytère et le Moulin de la Chavretière, mais aussi d'un autre lieu d'interprétation qui est le Moulin à vent de Grondines. Donc, le projet Grondines, Terre de roche et de bâture, c'est une exposition virtuelle qui présente les grands pans de l'histoire du village de Grondines. Donc, on est plus dans un récit qu'une chronologie, là. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre en valeur vraiment l'identité grondinoise à travers des anecdotes, mais aussi, bien sûr, là, les grands éléments de l'histoire grondinoise. En fait, la formule web, on l'a développée pour pouvoir aller plus loin en termes de récits puis de partage d'images d'archives. Nous, dans nos lieux, on présente des expositions permanentes qui sont davantage liées au lieu lui-même. Bien sûr, on parle de l'histoire de Grondines ou de Deschambault dans les lieux que nous opérons, mais la formule web permet vraiment d'aller plus loin en termes de contenu et de sortir un peu des bâtiments eux-mêmes là, que nous interprétons. Suite au succès du musée virtuel de Deschambault en 2013, Culture et patrimoine Deschambault-Grondines s'est donné la tâche d'en créer un pour Grondines. Ce n'est pas notre premier projet virtuel. En fait, on en a fait un en 2013. C'était le contexte du 300e anniversaire du village de Deschambault à ce moment-là. Donc, on a fait un musée virtuel sur l'histoire de Deschambault. Et tout de suite après cette expérience-là, le conseil d'administration, l'équipe de Culture et patrimoine Deschambault-Grondines s'est dit « ça nous en prend absolument un aussi pour le secteur de Grondines ». Donc, rapidement, on s'est attelé à la tâche. C'est un projet qui a pris quand même pas mal de temps à réaliser parce que, contrairement au secteur Deschambault, dans les archives de l'organisme, on n'avait pas beaucoup de matériel. Dans les années 70-80, les gens qui nous ont précédés au sein de Culture et patrimoine Deschambault-Grondines avaient fait des récoltes d'archives. Donc, on était parti de ça pour faire le musée de Deschambault, chose qu'on n'avait pas pour Grondines. Donc, la première étape, ça a vraiment été la collecte d'archives. Donc, il y a eu un appel à tous au sein de la population et beaucoup de gens ont partagé des
des archives privées, donc des photos de leur collection personnelle. Et ça a été aussi un exercice de documentation de cette iconographie-là. Il y avait des fiches là, qui accompagnaient les photos pour qu'on sache de quoi il s'agit. Et par la suite, on a engagé une chargée de projet pour définir une structure du musée virtuel, rédiger les textes, aller plus loin dans les entrevues aussi avec certaines personnes en fonction des contenus qui étaient déterminés. Le musée virtuel de Grondines est accessible de 2 manières différentes. Voici à nouveau Eliane Trottier. Il y a 2 façons, je dirais, d'accéder au projet. Présentement, il est déjà en ligne. Donc, une façon simple, c'est de se rendre directement sur le site de CPDG, culturepatrimoinedg.com. Donc, dans l'onglet « À visiter », il y a une section « Exposition ». Et au bas de cette exposition-là, sont présentés des liens vers nos 2 expositions virtuelles. Donc, soit celle sur Deschambault qu'on a réalisée il y a un certain temps et la toute nouvelle sur Grondines. Sinon, c'est un site qui a été soutenu par Musée Numérique Canada. Donc, eux, ils ont une plateforme qui regroupe tous les projets qui ont été réalisés à travers leur programme. Donc, en se rendant là, on peut y aller aussi. Sinon, bien, évidemment, il y a une adresse pour s'y rendre, c'est histoire avec un S de chez nous.ca. Donc, ça, c'est la plateforme des musées numériques. Et après ça, bien, on peut chercher Grondines là, dans le moteur de recherche et ça apparaît facilement. Donc, quand on arrive, ça, c'est la page d'accueil. C'est de cette façon-là dont ça se présente. Donc, il y a un texte d'introduction, bien sûr. Et pour commencer à lire les récits, on peut commencer à lire l'histoire ici ou c'est la même chose là, si on va à Histoire en haut là, dans l'onglet. Donc, ça se présente de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il y a un menu sur le côté et chaque section est présentée plus au centre. Évidemment, les récits, on les a construits dans un certain ordre logique. Donc, c'est pensé pour que ça puisse être lire en ordre, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Donc, si vous avez des intérêts particuliers pour, par exemple, la section sur les magasins généraux, vous pouvez tout à fait y aller directement, puis vous allez la comprendre sans avoir lu ce qui précède. Donc, il y a quand même pas mal de sections. Et à la fin aussi, pour ceux qui s'intéressent de façon plus précise à l'histoire grondinoise avec des dates, par exemple, il y a le résumé historique là, qui vient faire une synthèse qui résume un peu tout ça. Puis sinon, c'est vraiment plus par thème. Puis il y a aussi la section galerie. Dans le fond, ça regroupe énormément de photos, soit des images qui sont déjà insérées dans les textes qui sont présentés, ou des fois, il y a des petits bonus. Là. Donc, c'est le fun aussi de juste parcourir la galerie photo. Par contre, évidemment, là, il n'y a pas les textes qui mettent tout ça en contexte. Donc, en cliquant sur les photos, bien sûr, on peut les voir plus grosses. Et ce qui est sympathique, c'est qu'on voit toujours la source. Donc, par exemple, ici, c'est une archive qui vient d'une collection privée, c'est bien sûr mentionné. Et puis, pour terminer, je mentionne que le site aussi est entièrement traduit en anglais. Donc, un visiteur anglophone peut avoir accès au même contenu. C'est le cas là, pour tous les musées, les projets soutenus par Musée Numérique Canada. Il est possible pour toute personne intéressée de consulter les 2 musées de culture et patrimoine de Deschambault-Grondines gratuitement, que ce soit en français ou en anglais. C'est un reportage de Philippe Papillon avec la narration de Danick Julien. Les policiers de la MRC de Portneuf ont procédé à 4 arrestations pour conduite avec capacité affaiblie par alcool ou drogue lors de la dernière semaine de janvier. L'une d'entre elles s'est déroulée sur l'autoroute 40 en direction est à la hauteur du kilomètre 260 dans le secteur de Portneuf après qu'un homme de 40 ans de Trois-Rivières effectué une sortie de route. Le prélèvement sanguin a été recueilli et s'est mis pour analyse. L'homme s'expose à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. 2 femmes et un homme ont également été arrêtés à Cap-Santé et Donnacona pour, encore une fois, l'autoroute 40. 2 de ces arrestations ont été exécutées à la suite d'une sortie de route. On note aussi que l'une des 2 femmes a refusé de se soumettre au processus de détection. Les policiers ont également procédé à 9 arrestations de conduite à capacité affaiblie par l'alcool ou la drogue lors de la première semaine de février. 6 hommes, 3 femmes âgés entre 27 et 60 ans ont été arrêtés dans les municipalités de Saint-Raymond. Il y en a 2, Donnacona 2 également, Saint-Ubalde, Pont-Rouge et sur l'autoroute 40 dans le secteur de Neuville, Deschambault-Grondines et Cap-Santé. 4 de ces interventions se sont déroulées après que les conducteurs aient effectué une sortie de route. On note également que 6 des 9 contrevenants ont échoué des kilomètres avec un taux d'alcool dans le sang 2 fois supérieur à la limite permise par la loi.
Le 28 janvier dernier, l'officier aux opérations du centre de service de la MRC de Pont-Rouge, le lieutenant Sylvain Lemieux, s'est déplacé accompagné d'un policier de la MRC de Portneuf du côté de Rivière-à-Pierre pour y tenir une opération en collaboration avec les contrôleurs routiers du Québec. En plus de cibler la vitesse, l'opération permet aux agents d'effectuer des vérifications relatives aux conformités des chargements. Aucune infraction n'a été constatée, mais plusieurs véhicules ont été vérifiés. Voici maintenant les prévisions météo pour la fin de semaine des 7, 8 et 9 février 2024. En parlant de météo, la station de ski Saint-Raymond ouvrira finalement ses portes demain, vendredi 17 février, pour la première fois de la saison. L'entièreté des pistes de ski seront disponibles, à l'exception d'une piste pour la glissade sur tube. Le parc à neige demeurera fermé et il sera possible pour les adeptes de pratiquer, d'utiliser uniquement la remontée T-bar, comme le télésiège ne sera pas en fonction. Vous pouvez donc avoir plus d'informations en ligne sur les plateformes de la ville de Saint-Raymond. 7 maires et mairesses de Portneuf se sont rendus à l'Assemblée nationale lundi sur l'invitation du député de Portneuf, Vincent Caron, pour discuter avec des ministres ainsi qu'avec le premier ministre, François Legault. Les élus ont pu découvrir l'envers du décor des activités qui ont lieu au sein de l'Assemblée nationale. Selon l'attaché politique de Vincent Caron, M. Guillaume Rosier, ça faisait déjà un moment que le député voulait accueillir les maires et mairesses de Portneuf. Pour lui, les élus sont d'importants partenaires en matière de politique et il était important de prendre le temps de les accueillir pour entretenir les liens avec eux. La visite a débuté vers 10 h le matin et s'est terminée à 15h30 après avoir assisté à une visite et également à la période de questions. Durant leur visite, les élus ont parlé précisément avec les ministres Jonathan Julien et André Laforêt. Au mois de février, le Cerf-Volant de Portneuf va offrir gratuitement aux parents 3 ateliers d'information. On rappelle que le Cerf-Volant a comme mission de favoriser le mieux-être des familles de la région de Portneuf par le soutien des parents dans leur rôle parental et l'accompagnement dans le développement de leurs enfants. La première rencontre se nomme les crises de colère des tout-petits. L'organisme explique que parfois la parentalité vient avec de gros défis en raison de crises de colère des tout-petits. Dans cet atelier, le Cerf-Volant, le Cerf-Volant va aider les parents à mieux comprendre le développement des enfants et la régulation de leurs émotions. Des stratégies pour mieux accompagner les crises sont proposées. L'atelier aura lieu le 18 février 2025 entre 9h et 10h30 à Pont-Rouge. La seconde rencontre planifiée par le Cerf-Volant s'adresse aux parents de jumeaux, de triplés ou d'enfants multiples. Il s'agit d'un atelier virtuel qui vise à guider les parents dans le vécu de la petite enfance. Des outils seront proposés. La conférence en ligne aura lieu le 24 février de 19h à 21h. Et finalement, le lendemain, le 25 février, l'activité « Les secrets des plantes dans nos cuisines » sera présentée à Pont-Rouge entre 9h et 10h30. Les parents sont invités à découvrir les secrets des plantes qui nous accompagnent en cuisine. Les exemples de basilic, ail ou origan sont donnés. Il est possible de vous inscrire auprès du Cerf-Volant en ligne. On termine le bulletin d'information justement en vous disant quelques activités qui s'en viennent. Il va y avoir demain vendredi un match de hockey du Métal Perrault de Donnacona, directement de Donnacona pour les intéressés. Également dans les divertissements à venir, la Ligue d'improvisation Portneuf Alouette qui aurait débuté ses activités un peu plus tôt lors des dernières semaines. Donc une équipe opposant, en fait un match opposant les équipes jaunes et mauve sera présenté.
Finalement, le bingo de CJSR revient lui aussi à partir de dimanche, à partir de 18h. Pour l'improvisation, c'est toujours les lundis à 19h au cinéma Alouette. C'est ce qui complète le bulletin d'information. Merci à Arthur, Luc, Philippe, Tony pour le raid. En terminant, voici les images de Lac Fait-il en fête qui ont été captées il y a une semaine par Luc Robitaille.